C'est un bouleversement géopolitique absolument majeur. Les êtres humains aiment trop leurs enfants pour laisser le changement climatique s'emballer. Bonjour et bienvenue dans Pisser sous la douche ne suffira pas, l'émission qui fait avancer la réflexion pour mieux nourrir l'action. Une émission Time for the Planet, le mouvement citoyen qui rassemble 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises qui luttent à l'échelle mondiale contre le dérèglement climatique. On choisit volontairement d'interviewer des personnes avec des points de vue variés, même si on n'est pas forcément toujours d'accord. Alors aujourd'hui, notre grande question du jour avec Jean-Michel Valentin, c'est « Les guerres climatiques sont-elles une fatalité ?» C'est parti. Alors, déjà, chez Time, on aime bien se tutoyer. Est-ce que ça te va, vous va ? Ça me va très bien, Colline, on peut se tutoyer sans problème. Super. Alors, avant d'égrener ton CV, on a une question assez personnelle, mais comme c'est le slogan de Time for the Planet, je la tente quand même. Jean-Michel, est-ce que tu pisses sous la douche pour sauver la planète ? Alors, je ne vais pas aller jusqu'à ce degré d'intimité. Néanmoins, ta question, elle va très très loin. Parce qu'en fait, elle pose la question du futur des réserves en eau, de l'accès à l'eau des villes contemporaines. Comme une crise de l'eau est en train de se déployer à l'échelle planétaire et que dans la même temporalité, l'humanité s'urbanise à toute vitesse, l'enjeu de fond, c'est quelle eau allons-nous boire ? Et c'est pour ça que ta question, elle va très très loin. Donc, on a une semi-réponse, on va dire. Maintenant, on peut passer à une petite présentation plus formelle. Donc, cher Jean-Michel Valentin, tu es docteur en études stratégiques et spécialiste des liens entre le dérèglement climatique et les guerres. Tu es aujourd'hui chercheur au sein de la Red Team Analysis Society et tu as notamment publié le livre « Géopolitique d'une planète déréglée, le choc de l'Anthropocène ». Ça, c'était en 2017. Et tu as également publié « De l'aigle, le dragon et la crise planétaire » en 2020. Donc 2 livres qui sont passionnants. Alors, pour compléter cette présentation un peu formelle, est-ce que tu peux nous dire des choses un peu plus personnelles sur toi ? Par exemple, où tu as grandi, si tu as des enfants, ce qui t'anime dans la vie ? Alors, j'ai grandi à Lyon, comme Time for the Planet. Génial. Ville que j'adore. Et en fait, moi, je suis venu à ces questions d'une façon, je crois, relativement inhabituelle, parce que je faisais une thèse en études stratégiques sur la sécurité nationale américaine. J'étais à Washington et j'ai eu une histoire d'amour avec la haute fonctionnaire qui était en charge du monitoring du changement climatique pour l'Agence fédérale de l'océan et de l'atmosphère. Et j'ai eu un crash course sur les questions de climat pendant 2 ans avec quelqu'un qui était au plus haut niveau de ces questions aux États-Unis. Ce qui fait que quand en 2003, en pleine guerre du Golfe, j'ai vu que le Pentagone sortait un rapport sur, je cite, les effets d'un changement climatique abrupt sur la sécurité nationale américaine, je me suis dit, là, il y a quelque chose de très étrange qu'il faut suivre de près. Et depuis, j'ai suivi le lien entre géopolitique, stratégie et changement climatique. Donc, tout est parti d'une histoire d'amour. Incroyable. Beaucoup de choses sont parties d'une histoire d'amour. Alors, justement, aujourd'hui, on va s'intéresser à ta spécialité, cette spécialité qui est le lien entre le climat et la guerre. Et je sais qu'il n'est pas forcément intuitif. Par exemple, chez Time for the Planet, on propose des ateliers qui s'appellent la fresque du climat pour sensibiliser. Et ils présentent la guerre comme une des conséquences possibles du dérèglement climatique. Et la plupart des gens, ils sont surpris quand ils découvrent ça, voire ils trouvent que c'est carrément exagéré. Alors donc, première question pour toi. Est-ce que le changement climatique, ça déclenche des guerres ? Alors, ça, je pense, c'est vraiment un raccourci. Parce que le climat ne déclenche pas de guerre. Le climat, c'est pas une entité politique. Rappelons la formule de Clausewitz. La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Et en fait, c'est quand il y a des sociétés sous tension, qui peuvent être mises sous tension par l'évolution du climat,
que ces tensions peuvent être traduites sous forme politique, militaire et guerrière. D'accord. Par exemple, je conseille à toutes les personnes qui s'intéressent à ce genre de sujet le livre de Geoffrey Parker, Global Crisis, qui est un livre d'histoire sur le XVIIe siècle, donc a priori qui n'a rien à voir sur le changement climatique, sinon qu'il a étudié les intrications entre le petit âge glaciaire qui caractérise le XVIIe siècle et le fait que le XVIIe siècle a été un siècle de guerre, de famine, d'épidémie, de surmortalité à l'échelle quasiment mondiale, tout simplement parce que pendant un siècle, les sociétés de l'époque ont dû faire face à un changement climatique vers le refroidissement, mais rapide, violent, auquel elles n'étaient pas prêtes, et ça s'est traduit par des convulsions absolument majeures. Donc, pour être très concret, est-ce que tu pourrais nous décrire du coup un scénario un peu où on verrait cet enchaînement de causes-conséquences qui partirait du climat et qui amènerait vers la guerre? Forcément, c'est un scénario hypothétique, mais nous montrer l'enchaînement causes-conséquences qui pourrait avoir lieu. Alors, plus les effets du changement climatique sont intenses, nombreux et se multiplient en cascade de plus en plus complexes, plus les éléments fondamentaux pour les sociétés, que sont le cycle de l'eau, l'agriculture, l'accès aux ressources, la cohésion sociale, etc., sont mis sous tension et peuvent déclencher des compétitions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas encore, et j'espère qu'il n'y aura pas, de guerre du climat, comme on dit. Néanmoins, observons que le changement climatique est déjà plus que sensible dans la zone arctique. Il s'ensuit une fonte de la banquise estivale de plus en plus large et sur une période de temps de plus en plus longue. Et la Russie utilise ce phénomène pour ouvrir une nouvelle voie de navigation qui va du détroit de Bering à la Norvège. D'accord ? Cette voie de navigation s'appelle la Nouvelle Route du Nord. Elle est de plus en plus utilisée par les convois chinois, les convois de cargo chinois, qui font passer des marchandises donc, de la Chine par le détroit de Bering jusqu'à la Norvège, et là, qui continue donc sur toute l'Europe du Nord, dans l'Atlantique Nord, jusqu'en Islande. En d'autres termes, le changement climatique permet l'ouverture d'une voie de navigation qui, en étant utilisée par la Chine, fait de celle-ci une puissance économique de l'Atlantique Nord. Donc, ce que l'on voit apparaître, c'est une géopolitique à la fois commerciale et militaire qui est en train de faire bouger les grandes lignes internationales. Donc là, on parle de potentiels futurs conflits, potentiels. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, il y a certaines guerres dont on peut dire qu'elles sont climatiques ou en partie climatiques? Ou est-ce que ça n'existe pas encore? Par exemple, est-ce qu'il y a certaines personnes qui disent que la Syrie est une guerre en partie climatique? Est-ce que c'est le cas? Ou est-ce que pour le moment, c'est un concept qui est juste un concept et qui n'a pas de réalité encore? Alors, là aussi, moi, j'insiste beaucoup sur le fait que le changement climatique se combine aux autres facteurs. D'accord ? C'est pas un facteur déterminant en soi. Ça n'existe pas un facteur unique, isolé. Ça n'existe pas. Sur la Syrie, donc comme tout le monde, comme tous les gens qui s'intéressent à ces sujets, j'ai moi aussi noté que entre 2006 et 2011, donc 2011, c'est le début de la guerre civile et internationale en Syrie. Donc, il y a une sécheresse gigantesque qui s'accompagne d'un exode rural énorme parce que cette sécheresse détruit le tissu agricole, les troupeaux, les conditions de vie dans les campagnes syriennes
et transforme les villes syriennes en un chaudron de sorcières auquel le régime de Bachar el-Assad ne sait répondre que par la répression. Ce qui fait que les conditions sociales pour un conflit intérieur majeur étaient réunies en 2011. Néanmoins, moi, ce qui m'a surpris, c'est que la Syrie, c'est quand même un pays du Moyen-Orient, semi-aride. Ce sont des pays qui ont une connaissance historique de l'aridité et de la sécheresse. Et donc, ce manque de résilience, même sur une super sécheresse, m'a quand même surpris. Alors, j'ai voulu voir ce qui s'était passé avant. Et là, j'ai réalisé qu'entre la fin des années 90 et 2006, le régime syrien avait vigoureusement poussé les agriculteurs syriens à développer la culture du coton pour les marchés internationaux. Or, la culture du coton est intensément consommatrice d'eau et le nombre de puits en Syrie a été multiplié par 2 entre la fin des années 90 et 2006. Ce qui fait que, pour la faire courte, en 2006, quand la super sécheresse a commencé, il n'y avait plus d'eau. Et donc, partant de là, il n'y avait plus de capacité pour les campagnes syriennes à absorber le choc de la sécheresse. D'où les dislocations sociales puis politiques qui s'en sont suivies. Maintenant, j'insiste, cet exemple met bien en évidence que le changement climatique vient se combiner aux multiples vulnérabilités préexistantes. D'accord. Si on prend une autre guerre, la guerre en Irak, j'ai lu dans ton bouquin que tu disais que c'était une guerre, non seulement pour préserver l'approvisionnement des US en pétrole, mais aussi une guerre contre ce que tu appelles les limites de la croissance américaine. Qu'est-ce que tu as voulu dire avec ça? Alors, là, on est plus dans le champ de l'énergie que du climat. Mais évidemment, on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Ouais. C'est fondamental. En fait, je fais une double référence en parlant de ça. D'abord, je fais une référence au fameux travail du Club de Rome des années de 1972, Les limites de la croissance, où ce groupe d'industriels, de banquiers, d'universitaires, de chercheurs qu'est le Club de Rome s'est posé la question très, en fait, de bon sens. Quelles sont les capacités à maintenir une croissance infinie sur une planète aux ressources finies? C'était en 72. Ça a permis la mise au point des premiers modèles par ordinateur. Et les chercheurs du Club de Rome, qui étaient des chercheurs du MIT, pas des militants particulièrement engagés, ont réalisé avec une certaine stupeur que, selon leur modèle, il restait 40 ans de ressources pour maintenir le type de croissance existant dans les années 70 par rapport à la capacité de charge planétaire, ce qui a déclenché de nombreux débats et réactions. Mais il est quand même intéressant de noter que, à partir de la fin des années 70, les États-Unis perdent leur statut de pays exportateur de pétrole parce qu'ils avaient épuisé leurs premières ressources de pétrole. Mais les États-Unis tenaient absolument à maintenir leur activité pétrolière. Et il faut noter que donc, la guerre d'Irak, qui a été menée pour chasser Saddam Hussein du pouvoir, a aussi été accompagnée par une entrée des compagnies pétrolières américaines et britanniques et autres sur le territoire irakien. Et le tout dans un contexte où, aux États-Unis, depuis la fin des années 90, se développait tout le débat sur la question de ce qui restait de ressources pétrolières. Donc, quand je dis que la guerre d'Irak est une guerre contre les limites de la croissance, c'est une métaphore pour exprimer que la guerre est aussi un outil pour accéder aux ressources nécessaires pour
maintenir euh, une certaine forme de développement économique. Maintenant, la question va être de savoir si cette méthode va être franchement durable. C'est pas certain. Pour continuer sur ton livre, une partie du titre, c'est le choc de l'Anthropocène. Alors déjà, moi, je ne savais pas tellement exactement ce qu'était l'Anthropocène. Est-ce que tu peux nous faire prendre un peu de pédagogie, nous expliquer ce qu'est le concept d'Anthropocène et pourquoi il connaît un choc exactement? L'Anthropocène, c'est une notion qui vise à exprimer qu'aujourd'hui, l'humanité est devenue la principale force géophysique sur Terre. Donc on passe de l'Holocène à l'Anthropocène. C'est dit rapidement. Il faut bien comprendre que ça ne veut absolument pas dire que l'humanité est devenue à domestiquer la planète. C'est plutôt le contraire. Ça veut surtout dire que par son type de développement depuis quelques siècles, l'humanité a modifié les paramètres du système Terre dont elle dépend. Donc, l'Anthropocène, c'est une façon de dire que le développement des sociétés contemporaines qui a permis une émancipation comme l'humanité en a peut-être jamais connu, a aussi des effets contre-productifs. Et que ces effets contre-productifs, ou bien nous allons parvenir à les gérer, ou bien nous allons les subir. Et ça me ramène à une citation qui m'a beaucoup frappée dans ton bouquin. Tu dis: le plus gros défaut de notre espèce est notre incapacité à comprendre la fonction exponentielle. Est-ce que ça fait pas un peu écho à ce que tu viens de dire? Alors, tout à fait. C'est pas de moi, c'est de Hal Bartlett, un mathématicien. Effectivement, le gros problème de la fonction exponentielle, et que nous vivons avec la pandémie actuelle d'ailleurs, c'est qu'une fonction exponentielle, elle est presque à zéro, mais elle se multiplie toujours par une fraction d'elle-même, ce qui fait qu'elle se met à doubler, 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 doubler. Et le gros problème que pose le changement climatique, c'est que de plus en plus de climatologues se demandent si son amplification n'est pas justement exponentielle. Et que donc, les effets en sont absorbables, mais on a l'impression que les changements se font de façon linéaire et progressive, et donc ça va être absorbé. La question est de savoir si, en réalité, on n'est pas dans une accélération qui est toujours plus rapide. Si c'est le cas, si c'est ce deuxième cas, la question de l'adaptation des sociétés contemporaines au changement climatique, elle est absolument stratégique. Du coup, est-ce que c'est ces sujets d'adaptation qui peuvent être des motivations pour les guerres climatiques? Est-ce que, par exemple, pour s'adapter, il y a des gens qui vont migrer? Est-ce que c'est les migrations qui peuvent lancer des guerres climatiques? Est-ce que c'est du coup le fait de devoir s'adapter aux ressources, à la limite des ressources? Est-ce que qu'est-ce qui vont être quelles vont être les principales raisons qui pourront déclencher ou qui pourraient déclencher des guerres climatiques dans cette vision où le climat s'emballe, où cette exponentielle se met en marche? En espérant qu'elle ne le soit pas. Bien sûr, on l'espère tous. Alors en fait, la question qui se pose ainsi, c'est la question donc de qui est vulnérable à quoi. Dans ta question, moi j'entends un implicite, qui est que certains pays et certaines sociétés vont être plus vulnérables que d'autres. C'est déjà le cas. Hein. C'est déjà le cas. Par exemple, les pays du Sahel sont de plus en plus exposés aux effets du changement climatique. Ça crée déjà de très nombreux troubles civils. Dans une région où les États structurellement sont pas très forts. Donc c'est un problème. Maintenant, la question qu'il faut se poser, moi j'ai remarqué que
beaucoup de gens adorent opposer nord et sud, en disant que le changement climatique expose d'immenses injustices internationales. C'est vrai, mais ça ne s'arrête pas là. Ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, me semble-t-il, c'est que les grandes sociétés contemporaines, elles sont très développées, donc très complexes, donc très vulnérables. Prenons un exemple très récent, le super coup de froid au Texas, là en février 21. Très impressionnant. Extrêmement Il faisait impressionnant. moins 17 ou... Moins 17 au Texas, d'accord. Donc, truc totalement inouï. Ça a entraîné une explosion en chaîne des plomberies de 4 millions de maisons, donc 15 millions de personnes sur un État qui compte moins de 30 millions, se sont retrouvées exposées à des températures polaires, sans eau, Sans chauffage, ouais, sans sans rien. eau, leur maison inondée, avec des courts-circuits dans tous les sens, avec un marché de l'électricité dérégulé qui fait que plus la demande augmentait, plus les prix augmentaient. Donc des centaines de milliers de gens ont été rincés en 48 heures d'utilisation de l'électricité, au point que l'attorney général du Texas a lancé une série de procès contre les compagnies électriques texanes. Et en fait, le Texas est devenu d'un seul coup une espèce d'étude de cas en géopolitique de l'Anthropocène, avec la moitié des maisons devenant inhabitables, se prenant un coup de froid qui lui-même est, semble-t-il, largement causé par le dérèglement de l'atmosphère au-dessus de l'Arctique, tout en ayant son activité économique complètement perturbée par une pandémie à laquelle le monde a le plus grand mal à s'adapter. Donc, on a là une étude de cas d'un bouleversement local dont les effets vont être difficiles à absorber pour les États-Unis. Pour faire avancer notre grande question du jour, on va maintenant directement s'intéresser aux armées, puisque dans les guerres, les armées évidemment ont une part essentielle, et à leur préparation face aux guerres climatiques. Ce que tu nous racontais au début, c'est que tu as commencé à t'intéresser à ce sujet en t'intéressant particulièrement à la défense américaine. Tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. Moi, j'ai commencé donc en faisant une thèse sur le fonctionnement de la sécurité nationale et de la défense américaine. Et donc, quand j'ai vu sortir ce rapport en 2003, j'étais extrêmement surpris parce que à l'époque, donc c'était à la Maison Blanche, on avait le président George Bush Jr. et son vice-président Richard Cheney, qui était ouvertement climato-sceptique. L'armée américaine n'apparaissait pas comme un acteur particulièrement impliqué sur les questions de climat. Je me suis vraiment demandé ce qui se passait. Et en fait, ce qui est apparu, c'est que le secteur scientifique de l'armée américaine travaille sur la question du changement climatique depuis facilement la fin des années 90. Et jusqu'en 2005, les rapports scientifiques du Pentagone ont commencé à se multiplier. 2005, c'est vraiment un moment de césure parce que a lieu l'ouragan Katrina qui fracasse les digues du lac Pontchartrain, d'où l'inondation de la Nouvelle-Orléans. Les dégâts ont été tels que la Garde nationale américaine, l'Agence fédérale de gestion des risques ne pouvaient pas rentrer dans la Nouvelle-Orléans, pendant que les hélicos de toutes les télés du monde filmaient en direct ce qui se passait dans cette ville qui était transformée en archipel. Et en désespoir de cause, la Maison-Blanche a fait appel à une société de mercenaires, la société Blackwater,
pour une première projection dans la ville, qui a été ensuite suivie par la garde nationale, l'armée américaine, etc. Mais ça a fait un choc. Ça a fait un choc à l'armée américaine qui s'est dit, mais quand on a nos troupes en Irak et en Afghanistan, on n'a pas la capacité à intervenir sur notre propre territoire pour aider nos propres concitoyens. Et depuis, les grandes branches de l'armée américaine, c'est-à-dire l'US Army, l'US Navy, l'US Air Force, les Marines, développent toute une culture du changement climatique, ainsi qu'une expérience. Par ailleurs, depuis quelques années, la combinaison d'événements climatiques extrêmes comme des inondations géantes sur la côte est, tandis qu'on a des super incendies sur la côte ouest, entraîne donc une mise en danger de nombreuses bases militaires américaines. Et les militaires américains sont en train de multiplier les partenariats avec les institutions scientifiques de façon à pouvoir anticiper les effets de ce que j'appelle l'hypersiège climatique, c'est-à-dire la façon dont les bases américaines, les troupes, les matériels, etc., sont eux-mêmes affectés et littéralement pris en étau par les différents effets du changement climatique, et au niveau international et au niveau domestique. Et ça, même Donald Trump, qui est quand même de manière extrêmement notoire climato-sceptique, et c'est le moins qu'on puisse dire, il n'a pas réussi à l'arrêter. C'est-à-dire que, en fait, l'armée faisait ça dans le dos du président. Ou bien il y a eu, pendant le mandat de Donald Trump, il y a eu un arrêt, on a arrêté de s'intéresser à ces questions. C'est une très bonne question. C'est une excellente question. On peut aussi se demander si l'administration Trump n'a pas délégué une partie de la préparation de l'adaptation au changement climatique aux militaires. Il faut voir que, par exemple, dès février 2017, quand avaient lieu les auditions au Sénat pour valider les différents ministres de l'administration Trump, quand les sénateurs américains ont auditionné le général James Mattis, qui allait devenir le premier ministre de la Défense de l'administration Trump, quand un sénateur lui a posé la question, « Général, qu'est-ce que vous pensez du changement climatique ?» Le général Mattis a répondu pendant près de 20 minutes, « Ah, mais le changement climatique, nous, les militaires, on le connaît très bien, on s'y prépare, on a des rapports, on a des retours d'expérience, on envisage les projections de force que ça va induire, le stress sur nos forces armées sur le territoire américain, etc. » Donc, il y a eu un jeu complexe, presque byzantin, entre le civil et le militaire pendant l'administration Trump, mais l'armée américaine et la communauté du renseignement américain n'ont jamais arrêté de travailler sur le changement climatique. Ils ont été un peu plus discrets, mais c'est tout. Ils ont continué alors. Ils ont continué. Et j'ai même lu qu'ils avaient créé une Great Green Fleet, une espèce de flotte verte, si on traduit. Oui. C'est quoi? Alors, la Great Green Fleet, c'est une expérimentation de l'US Navy qui cherche à montrer s'il est possible à un outil aussi énergivore que l'US Navy d'entrer en transition énergétique. Et donc, tout un groupe de combat est dédié aux tests d'agrocarburants, à l'efficacité énergétique, à des innovations sur les réacteurs nucléaires, etc., de façon à sécuriser leurs approvisionnements en agrocarburants. La Navy a même passé des contrats gigantesques avec l'Association américaine des producteurs de soja. Ça a un côté tout à fait surréaliste, mais l'enjeu pour l'US Navy, c'est de démontrer que par la transition énergétique, elle peut se rendre moins dépendante des importations de carburants venus de l'étranger. Et en même temps, elle cherche aussi à diminuer son impact carbone. Est-ce que
les différentes armées coopèrent sur le sujet du climat, ou est-ce que c'est vraiment chacun pour sa pomme globalement? Ah ben ça, c'est une très bonne question. Je ne peux pas te répondre, je ne sais pas. Euh, néanmoins, déjà, il faut bien avoir à l'esprit que les grandes alliances militaires comme l'OTAN servent à aussi faire des partages d'expériences. Donc, il y a certainement une circulation de l'expérience. Par ailleurs, la création, il y a quelques mois, du commandement OTAN pour l'Arctique indique bien qu'il y a une préoccupation de l'ensemble de l'Alliance atlantique par rapport à l'évolution géophysique et stratégique de l'Arctique. Donc, il y a certainement des coopérations, mais ce n'est pas encore dans mes objets de recherche. Certaines armées ou même des grands groupes privés travaillent sur ce qu'on appelle la géo-ingénierie extrême. Oui. Comme par exemple, j'ai vu mettre des satellites avec des miroirs ou du soufre dans l'espace pour refroidir la Terre. Est-ce que c'est vraiment des pistes qui sont envisagées par les armées du monde entier aujourd'hui, ou c'est vraiment plutôt... Alors, ce qu'il faut, pour le moment, la géo-ingénierie est quelque chose qui reste de très hypothétique et la plupart des gens qui travaillent dessus réalisent vite que c'est vraiment, ça serait vraiment le dernier type de mesure s'il y avait un emballement du climat que personne ne maîtriserait, mais ça n'enthousiasme personne. En revanche, les projets que tu évoques, donc par exemple d'installation de miroirs dans l'espace, de projection de soufre dans la stratosphère Le but étant à chaque fois de pour avoir ralentir. une espèce d'effet Ray-Ban, etc. Ce qu'il faut bien constater, c'est que ce sont des projets qui ont émergé à la fin des années 2000 et qui étaient portés par, aux États-Unis, je ne sais pas ailleurs, et qui étaient portés par les grands laboratoires, qui ont aussi été les grands laboratoires qui ont développé l'arme nucléaire, l'arme thermonucléaire, le développement des missiles balistiques. Il y a donc toujours, j'ai envie de dire, une ambiance militaire derrière ces projets, mais que je sache, ça fait vraiment pas l'objet d'un enthousiasme. Au contraire, ça fait partie des scénarios qui sont rangés dans les armoires au cas où, mais ça va pas plus loin. Alors, pour continuer d'avancer sur notre grande question du jour, on va revenir sur ce que tu nous expliquais, le fait que le climat allait quand même pas mal bouleverser l'ordre géopolitique mondial, si ce n'est pas déjà un peu le cas. Ça veut dire sans doute qu'il y aura des perdants et des gagnants de cette histoire. Du coup, si on revient sur les États-Unis, qui est ton sujet de spécialité, tu dis qu'ils sont en situation d'hyper-vulnérabilité. Tu parlais même, je crois, d'hyper-siège ou quelque chose comme ça. D'hypersiège, ben. Eux, ils sont du côté des perdants alors? Alors, là aussi, ce que tu dis là renvoie à quelque chose, je crois, qui est très difficile à intégrer, mais pour tout le monde. Moi, ça m'a pris des années. C'est-à-dire que dans la notion de changement climatique, le mot important, c'est changement. Et pour forcer un peu mon propos, je dirais que quand on parle actuellement de crise climatique, on se trompe. Parce qu'une crise, c'est le passage d'un état X à un état Y. C'est absolument pas le cas actuellement. On est en train de passer d'un état X, c'est-à-dire un état relativement stable du climat, à un état Y de changement permanent à l'échelle au moins des quelques générations qui viennent. D'accord ? Donc, on ne va pas connaître un retour à un nouveau normal. Ce qui va être normal, c'est l'anormalité. Donc, l'enjeu, ça va être non seulement de parvenir à atténuer le changement climatique, mais aussi à s'y adapter. Or, ce qui va être compliqué, c'est comment s'adapter à un changement
permanent. Maintenant, qui vont être les gagnants, qui vont être les perdants? Les gagnants, ça va être ceux qui parviendront le mieux à s'adapter. Qui seront-ils? Je n'en sais rien. Parce que, tout simplement, le changement va continuer. Mais ça veut dire aussi des changements incroyablement profonds de la géopolitique mondiale. Ça veut dire aussi que pour réussir à atténuer les effets du changement climatique, il va falloir aller vers des modes de coopération internationale à une échelle tout à fait unique. C'est très intéressant. Mais si ça ne se passe pas? Moi, je tends à penser que ça va se passer, que c'est certainement déjà en train de commencer à se passer, et qu'on a déjà eu, entre guillemets, un avant-goût de ce genre de coopération sous tension avec la guerre froide. La guerre froide, c'est le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest qui sont en conflit gelé, et ce gel du conflit vient du fait que les deux blocs se menacent avec des armes nucléaires. S'il y a une guerre nucléaire, c'est très simple, il n'y a plus rien. En revanche, les dirigeants des deux blocs étaient totalement conscients que justement, les différents conflits qui les opposaient devaient être régulés et devaient faire l'objet d'une coopération permanente malgré les tensions pour prévenir le risque de guerre nucléaire. On a donc un capital d'expérience de près de 50 ans de dissuasion pour continuer, pour le transposer sur des formes de coopération internationale qui ne gommeront pas les tensions sur d'autres sujets, mais qui permettront néanmoins de travailler ensemble. C'est un côté très enthousiasmant. Oui, c'est très optimiste finalement. C'est pas optimiste ou pessimiste, mais la finalité de la géopolitique, c'est de perdurer. Si on ne parvient pas à atténuer le changement climatique et qu'on le laisse s'emballer, ces questions deviendront obsolètes d'elles-mêmes, ce qui serait dommage. Donc, véritablement, cette question des coopérations sur le climat, malgré les tensions sur d'autres sujets, je fais le pari qu'elle ne va cesser de monter en puissance. D'accord, mais il y a quand même des territoires, des terrains qui sont plus vulnérables que d'autres. Bien sûr. Donc, tu dis qu'il y a 2 milliards d'êtres humains qui sont déjà en état de siège, que, par exemple, si on prend l'Inde et le Bangladesh, il y a déjà un mur qui se construit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces terrains où, en fait, c'est déjà en action, où c'est déjà identifié comme les terrains au potentiel le plus important? Mais justement, c'est très, très intéressant ce que tu évoques là, parce que ces zones comme, par exemple, l'Himalaya, donc l'Himalaya, dont les glaciers alimentent en eau la moitié de l'humanité, quoi, pour dire les choses rapidement. Bon. La Chine, l'Inde et le Pakistan se sont engagés dans une espèce de course au barrage et deviennent chacun des hydropouvoirs pour capter autant d'eau que possible pour eux. Ce qui ce qui aggrave un certain nombre de tensions politiques et militaires préexistantes. Mais il faut vraiment se rappeler que l'Inde, la Chine, le Pakistan sont tous les trois des puissances qui possèdent le nucléaire militaire. Et que donc ces puissances sont prises dans les logiques de la dissuasion. En d'autres termes, les tensions qui sont engendrées par leurs besoins en eau, besoins qui sont croissants, par l'accélération de la fonte des glaciers du fait du changement climatique, alimentent cette course au barrage et aux tensions politiques et militaires entre ces pays. Et ces tensions, elles renforcent d'autant plus la nécessité qui est propre à chacun d'entre eux de réguler ces tensions pour ne pas entrer en escalade
parce qu'on n'entre pas en escalade entre puissances détenant l'arme nucléaire. On est dans une situation qui est l'incarnation de ce qu'Edward Luttwak appelle le paradoxe de la stratégie. Et là, les tensions alimentent la régulation des conflits. Parce que un conflit qui partirait en live, eh bien, tout simplement, aurait des conséquences insoutenables pour chacun de ses protagonistes. D'où le travail de coopération sous tension que j'évoquais à l'instant. Nous, en Europe, est-ce qu'on est sur un terrain de vulnérabilité aussi? Est-ce que potentiellement d'autres pays, d'autres puissances que tu étudies peuvent voir une opportunité sur une Europe fragile? Comment on est, nous, par rapport aux autres? Alors, l'Union européenne, du fait de sa diversité géographique, elle est effectivement un gros enjeu d'adaptation au changement climatique. D'ailleurs, le rapport du Pentagone que j'évoquais est sorti en 2003 et faisait des projections pour l'Europe qui étaient extrêmement inquiétantes. Néanmoins, la grande force de l'Europe, c'est aussi d'être une grande puissance scientifique, une grande puissance de l'innovation, et un certain nombre de pays d'États membres, j'ai envie de dire, sont des grandes puissances de l'adaptation. Prenons le cas de la Hollande. La Hollande connaît très bien le risque que pose la hausse du niveau de l'océan. Et depuis quelques années, donc, le plan Delta vise à complètement reprendre le système de digues, de polders et de protection du littoral hollandais par rapport à la hausse du niveau de l'océan. Donc, ce qui est très intéressant aussi, c'est de constater que la Hollande, depuis une grosse quinzaine d'années, 15 à 20 ans, développe toute une coopération, notamment avec le Bangladesh, sur la question de l'adaptation à la hausse du niveau de l'océan. Donc j'ai envie de dire que l'Union européenne peut être la grande puissance des propositions et des exemples pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Un autre sujet qui préoccupe fortement l'Europe, c'est les migrants. Oui. Donc, on voit qu'on galère déjà terriblement à absorber quelques dizaines de milliers de migrants qui essaient de traverser chaque année. Et ça fait déjà vaciller un petit peu la construction européenne. Enfin, en tout cas, ça la met en difficulté. Or, on prédit plus de 250 millions à 1,5 milliard de migrants climatiques sur le 21e siècle. Comment on peut faire face à ça? Comment ça ne va pas être un facteur énorme de déclenchement de conflits? En fait, ces chiffres que tu évoques, donc, c'est des chiffres qui sont travaillés par un certain nombre d'institutions internationales depuis une quinzaine d'années. Et tu as raison, leur énormité donne le tournis. Et moi, je proposerais bien de dire que ça peut impliquer que le changement climatique, en fait, entraîne littéralement une renomadisation d'une fraction conséquente de l'humanité. L'enjeu stratégique, c'est comment faire en sorte de suffisamment atténuer le changement climatique et de suffisamment adapter les sociétés contemporaines au changement climatique pour prévenir ces migrations gigantesques, parce que c'est le seul scénario qui tienne. Imaginons par exemple une part importante de la population d'Amérique du Sud, poussée par la crise de l'eau et la multiplication des événements climatiques extrêmes allant vers le nord et vers les États-Unis, et le sud des États-Unis lui-même frappé par une vraie crise de l'eau. En fait, on irait vers quelque chose de tellement violent que
ça en devient difficile à imaginer. Mais c'est pas intéressant. Parce que le véritable enjeu géopolitique, là aussi, ça va être de mettre au point ces systèmes d'adaptation et d'atténuation à l'échelle internationale qui vont permettre d'éviter ces mouvements. On peut s'amuser avec la question de l'effondrement des sociétés. Sinon que, à l'époque contemporaine, avec 7,3 milliards d'êtres humains et peut-être 8 dans quelques années, c'est un peu comme le scénario de la guerre nucléaire. C'est le scénario inacceptable. C'est pour ça que je suis totalement convaincu que ces situations vont avoir l'effet paradoxal de générer le travail international nécessaire pour les prévenir. Très bien. On va passer à notre dernière partie. On va commencer cette partie avec un petit cadeau, donc qui est sur la table. Alors, le but, c'est que tu devines pourquoi on te fait ce petit cadeau. Est-ce que tu as un indice? Donc, c'est une montre. C'est une montre. C'est une montre qui indique minuit moins des choses. Minuit moins une, normalement. Minuit moins une. Je pense donc que ça nous renvoie à la fameuse horloge de l'Apocalypse de l'association the Union of Concerned Scientists, la Union of the Concerned Scientists, qui est d'ailleurs un produit de la guerre froide, qui était une horloge qui était réglée à minuit moins 5, minuit moins 2, minuit moins 1, en fonction de l'état des tensions internationales, pour indiquer où en était l'humanité du risque de guerre nucléaire, c'est-à-dire d'extinction. Et la Union of Concerned Scientists a transposé son concept avec les motifs de tension climato-géopolitique actuelle. Et si je ne m'abuse, d'ailleurs, l'horloge est actuellement à minuit moins 2 ou minuit moins 1. On n'est pas loin. On est dans une situation qui est un peu chaude, nous disent les concerned scientists. Ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, pendant la guerre froide, tous les travaux qui ont été faits sur les effets de la guerre nucléaire ont alimenté la prévention de la guerre nucléaire. Je pense par exemple au travail de Carl Sagan sur l'hiver nucléaire, qui a mis au point que s'il y avait un échange nucléaire modéré, il s'ensuivrait de tels incendies que la projection de cendres et de suie dans l'atmosphère bloquerait le rayonnement solaire sur Terre et tuerait toute végétation, toutes les chaînes alimentaires, etc. Et le rapport de Sagan a fait l'objet d'un article absolument fondateur dans la revue Foreign Affairs, qui était une des revues les plus influentes sur le plan international de l'époque, et a été un des nombreux motifs qui ont permis aux différents gouvernements de faire en sorte que tout le monde se calme sur la question de la guerre nucléaire et de la dissuasion. D'accord ? Donc, paradoxalement, ce minuit moins 1 de l'horloge de l'Apocalypse traduit aussi une mobilisation gigantesque qui est en cours pour éviter qu'on arrive à minuit. Alors, on va rester dans le thème de l'apocalypse. Je vais te proposer un petit jeu. Donc, c'est le moment expérimentation de notre rencontre. On va voir si ça marche. Ce petit jeu s'appelle « Est-ce qu'on va tous crever ?» Alors, chez Time for the Planet, on essaie d'être foncièrement optimiste. J'ai vu que c'était aussi un peu ton cas. Donc, on va faire une petite battle. Et à ce jeu, les pessimistes perdent. La règle est très simple. Chacun à notre tour, on va devoir dire un truc qui nous rend optimiste pour la planète. Et celui qui a plus d'idées, il a perdu. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Alors, moi, je commence. Alors, je vais dire le mouvement zéro déchet. Moi, ce qui me rend optimiste, c'est que les scientifiques qui ont travaillé à prévenir la guerre nucléaire
travaillent à prévenir l'emballement du changement climatique parce qu'ils ont déjà réussi dans le cas de la guerre nucléaire. Génial. Alors moi, un autre truc qui me rend optimiste, c'est le retour des États-Unis dans l'accord de Paris. La question du changement climatique et donc des émissions de gaz à effet de serre est prise en compte très très sérieusement par la Chine. Alors moi, un des trucs qui me rend optimiste, c'est qu'on a réussi à reboucher le trou de la couche d'ozone en s'y mettant. Même la CIA estime que le changement climatique est un grave problème. L'innovation humaine, je me dis qu'on va pouvoir trouver des solutions. Les êtres humains aiment trop leurs enfants pour laisser le changement climatique s'emballer. Moi, je prends plus l'avion et il y a de plus en plus de personnes autour de moi qui se posent vraiment la question avant de prendre l'avion. Et c'était vraiment pas le cas il y a 4 ou 5 ans. De plus en plus de gens saisissent que c'est pas forcément le mouvement qui rend heureux. Pas mal. Allez, un petit dernier, parce que je vois qu'on est des très bons candidats. Moi, ce qui me rend optimiste, c'est l'impression que j'ai que de plus en plus de gens cherchent à avoir un travail qui a du sens et qui soit aligné avec la planète, et ils ont du mal à se lever quand ils savent qu'ils commencent à nuire à notre écosystème et à la survie de l'humanité. Moi, ce qui me rend optimiste, c'est de voir que dans un certain nombre de grands États, les plus hauts responsables militaires disent qu'il faudrait vraiment éviter les guerres du climat. Parfait. Bon, on s'arrête là parce qu'on est des très bons candidats tous les deux. Absolument. Et on va finir par une petite synthèse pour faire le tour de notre grande question. Ça fait quand même 1 heure qu'on en parle. Alors, en 2 phrases seulement, attention, les guerres climatiques sont-elles une fatalité? 2 phrases, c'est terrible pour un chercheur. Elles ne sont absolument pas une fatalité parce que n'importe quelle guerre est le résultat d'un choix. On peut donc très bien faire le choix de ne pas mener les guerres du climat. Génial. Donc 2 petites questions pour conclure. Première chose, j'ai eu la chance de pouvoir te présenter hier en détail l'aventure Time for the Planet. Est-ce que pour toi, c'est une solution qui est pertinente? Alors moi, la question des solutions, je dirais, j'aime pas beaucoup les histoires de solutions parce que c'est un côté gadget. Je préfère voir Time for the Planet comme une des formes de mobilisation qui cherche à répondre aux enjeux actuels. Parce que la réponse, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Génial. Et pour conclure, nous, on a un petit rituel en fin d'interview. C'est notre livre d'or, il est posé devant toi. Il a été réalisé vers les petites mains de notre communauté. Et donc, on demande à toutes les personnalités d'y écrire un mot d'encouragement pour Time for the Planet. Donc, on te laisse sortir ta plus belle plume. Merci encore pour cette interview, Jean-Michel Valentin, et au plaisir d'échanger à nouveau ensemble. Et c'est un plaisir absolument réciproque. Pour Time for the Planet, qui travaille à prévenir ce qui pourrait nous mener aux guerres du climat. Le meilleur pour vous, Jean-Michel. Génial. Merci beaucoup. Mais c'est moi. C'est top.